Dimanche 25 août 2019, bonjour, bienvenue. Vous êtes déjà là nombreux à ce rendez-vous de décryptage de la semaine. Les grands faits marquants, vous les connaissez. D'abord, le retrait annoncé, mais démenti très tôt de l'Église catholique dans la médiation qu'elle-même menait. Et puis, l'évaluation des assises de 2008 reversée. Nous allons l'aborder avec Agapit Napoléon Mafourikan, qui est déjà l'infatigable. Il est déjà installé là. Bonjour à vous. Bonjour Latifo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, j'ai annoncé les grands faits, ceux-là que nous allons aborder, mais la semaine aussi, ce fut les collectivités locales et leurs dirigeants qui se font l'un après l'autre. D'abord, c'est Tori. Ensuite, vous avez suivi avec nous le cas Ouida, des CA convoqués à la BEF, mais suspendus, remplacés pour le cas de Tori, tout ça. Ça doit retenir l'attention. Bon, mais disons qu'on n'a pas encore les conclusions, on n'a pas des éléments tangibles pour pouvoir apprécier, disons, le bien fondé, sinon le contenu pertinent de ce qui leur est reproché. Cela dit, il n'y a pas de fumée sans feu du temps. Et si l'autorité municipale, communale, les autorités communales de Tori et de Ouida ont cru devoir suspendre disons de leur fonction, c'est chef d'arrondissement, ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment de faisceaux d'indices qui permettent donc de présumer de mauvaise gestion ou d'actes répréhensibles et qui n'autorisaient plus que ces élus locaux soient maintenus à leur poste. Donc, et cela peut quand même interpeller, parce que si vous prenez deux communes où ces cas se font jour, il va falloir peut-être commencer par se demander, mais si on généralisait, si on généralisait, parce que la décentralisation a pour vocation de descendre la gestion au niveau des collectivités. Alors, si ce que nous reprochons au niveau au sommet de l'État, c'est que nous reprochons au sommet de l'État doit descendre jusqu'à des élus locaux, cela pose quand même énormément de problèmes. Donc, c'est la malgouvernance qui a été décriée depuis des décennies au niveau national et qui tente, quand le gouvernement actuel tente de juguler, de corriger, ça doit étendre ses tentacules dans nos localités. On peut dire, mais alors, la lutte va prendre ses camps. Donc, pour moi, il importe de comprendre suffisamment ce qui se passe dans ces localités et au besoin d'élargir le contrôle dans toutes les circonscriptions administratives et des collectivités locales afin donc de maîtriser le phénomène, pas nécessairement de virer les gens de l'élection. Non, nous sommes presque à la fin d'un mandat. Donc, il est peut-être temps donc d'évaluer, d'auditer et d'élaborer de nouveaux outils qui permettent une meilleure prise en charge et une meilleure maîtrise de cette situation. De toutes les façons, pour des élus, des contrôles, normalement, c'est quelque chose qui devait, on va dire, asseoir la crédibilité. On ne devait pas avoir peur des contrôles. Pas nécessairement l'élu. C'est toute personne qui accepte de gérer une parcelle de pouvoir de la collectivité. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'élu. Même si vous êtes nommé en tant que directeur, en tant que ministre, en tant que préfet, en tant que maire, partout où vous exercez des fonctions au nom de la collectivité ou bien sous le contrôle de la collectivité, pour le bien de la collectivité, et vous utilisez les fonds publics, c'est quand même normal que l'État qui met les fonds à disposition demande à contrôler. C'est quand même normal que la justice qui parle, qui agit au nom de tout le peuple béninois, dans le cadre de la régulation des pouvoirs, que cette justice demande parfois à voir clair dans la gestion. Donc, pour moi, il n'y a pas que les élus. Les élus, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Ensuite, il y a tous ceux qui ont en charge la gestion des deniers publics. Pour sortir de ce sujet, il faut quand même souligner que les élus au niveau des collectivités locales, même par moment, avaient soulevé les questions de mauvaise gouvernance. Pour destituer les maires, on n'a jamais vu la justice. Je pense que nous tendons vers la norme là. Quand il y a soupçon, contrôle judiciaire. Oui, vous savez, le procureur de la République est une personnalité, est une institution. Je peux dire, le parquet est une institution importante dans le déclenchement de l'action
ou bien de la poursuite, je veux dire. Lorsque des faits lui sont portés à connaissance, même de manière anonyme, s'il a envie, il ouvre une opération contre X et qui lui permet de fouiller. Demande aux OPJ sur le terrain pour de voir clair dans une situation. Aujourd'hui, le fait que nous ayons encore démultiplié les juridictions, normalement la création d'une juridiction comme la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes, arrive comme un appui au travers que la justice ordinaire fait, et en même temps une sorte de souffle de soulagement parce que ça permet de décharger la justice ordinaire d'un certain nombre de dossiers qui l'entassent, qui l'assaillent et puis qui l'empêchent peut-être d'aller plus loin. Donc, normalement, lorsque la justice, notamment le parquet, lorsque le parquet a envie d'enclencher, c'est qu'elle a envie que force reste à la loi, contrôler est-ce que la loi est respectée. Est-ce qu'au nom du peuple béninois, les tâches, les missions qu'on vous demande d'accomplir, est-ce que vous l'accomplissez dans le respect des textes en vigueur? Est-ce que les deniers publics sont bien gérés? Est-ce que vous rendez compte convenablement? Donc, en la matière, comme je l'ai dit, si aucun mécanisme ne met en place le contrôle systématique au terme des mandats ou à mi-mandat, comme c'est ailleurs, je pense qu'il est à se réjouir que le procureur, que le parquet, notamment celui de Cotonou, contrôle et enclenche ce type de procédure. Et là, il a souhaité que cela s'élargisse à tous les pays, s'étende à tout le pays, pour que, quand il y a des bruits, quand il y a des soupçons, quand il y a des indices, quand il y a des dénonciations, que le procureur mette en branle son mécanisme de suivi, de collecte d'informations qui lui permettent donc de juger s'il y a lieu d'inculper ou non. Au même moment, le rôle régulateur de l'État central, tout comme le rôle régulateur de l'État tout court, que ce soit au niveau des collectivités locales ou que ce soit au niveau des autres structures administratives nationales ou locales, il est important que le commis à cette tâche, le rôle responsable nommé pour diriger, coordonner, suivre, organiser, que ce rôle responsable sache qu'il est obligé de rendre compte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Quel que soit ses liens avec le pouvoir, il est obligé de rendre compte. Et vu ainsi, je pense que ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, on peut conclure que c'est une très bonne chose et espérer que cela puisse faire tâche d'huile. Alors, vous avez dit notamment nécessité pour ceux qui gèrent de rendre compte. Il y a aussi une autre nécessité, celle-là que nous allons aborder maintenant, c'est l'évaluation pour ceux qui ont des tâches à exécuter, des tâches pour le bien de la nation, comme par exemple l'enseignement. Hier, nous allons en parler un peu plus longuement que le sujet précédent. Ça s'est tenu, cette évaluation-là, qui quand même à un moment donné a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de bruit. Et ça s'est tenu finalement. Comment est-ce que vous résumez ça? Après le bruit, quand même le rendez-vous respecté? Oui, mais au fait, le bruit n'empêchait pas le rendez-vous. Vous connaissez l'adage le chien boit la caravane pas, c'est pas un adage béninois. Oui. Hein? C'est universel. Bon, alors donc, du coup, si cet adage a existé et que personne l'a remise en cause, ben voilà, on peut dire que oui, ce samedi, le 24 août, il y a eu suffisamment de chiens qui ont aboyé. C'est pas péjoratif, je dis du français, on a grandi à connaître le français, cet adage, donc c'est pas contre quelqu'un. Mais que le chien a suffisamment aboyé, et ça n'a pas empêché la caravane de passer. Voilà. Mais finalement, avant d'en arriver à ces débats autour des chiffres et autres interprétations, c'est quand même un antécédent qui pourrait changer la donne au niveau mental chez les fonctionnaires. À savoir que, comme il y a possibilité d'être évalué, rien n'est acquis ad vitam aeternam, ou en tout cas au moins les 30 ans de fonction. Rien n'est acquis définitivement. Au fait, si les gens n'ont pas encore compris depuis, vous savez, on est allé aux élections législatives quand des gens estimaient qu'on ne pourrait pas y aller. À que des lois votées, on ne veut pas que les lois votées soient respectées. Et on a crié, on a fait du bruit, on a failli mettre en cause, on a sali l'image du pays, on a fait des tournées pour que le pays soit... Mais on est allé aux élections. Les gens ont empêché, a tenté d'empêcher que les élections aboutissent. Au jour des élections, il y a plein d'actes de sabotage. Après, il y a une sorte d'atteinte à l'image du pays, avec des affirmations gratuites, des dénonciations sans fondement.
tout ça, est-ce qu'on n'avance pas? Voilà la question. Est-ce qu'on n'avance pas? Donc, antécédent, non, je pense que si antécédent, les gens doivent comprendre que le gouvernement qui est là, lui, il ne perd pas son temps. Que le président Talon n'est pas un président émotif. C'est un président suffisamment raisonné, méthodique, qui sait où il met ses pieds, qui avance selon son programme, ou bien selon son agenda à lui, et non selon les agendas que lui imposent les médias, les réseaux sociaux, puis tous ceux qui font du bruit et se cachent derrière ces canaux. Donc, s'ils n'ont pas compris, là je suis d'accord avec vous. Ça, je pense que ce qui s'est passé hier, le 24 août, mérite qu'ils puissent s'arrêter et analyser un peu l'environnement aujourd'hui dans lequel nous vivons. Alors, finalement, revenons à ce qui préoccupe peut-être les réseaux sociaux. Vous avez parfois le temps aussi de voir les débats qui s'y font. Les gens commentent, on fait les bilans finalement. Participation beaucoup plus importante que boycott, ou comment est-ce qu'on peut voir tout ça? En fait, c'est pas à moi de répondre à cette question. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Des gens, comme aux élections législatives, des gens ont envie de faire du bruit autour. Il y a quelques agitations ici et là. Ça n'a pas empêché le processus de se dérouler. C'est un succès, à mon niveau. C'est un succès. On n'a pas encore des statistiques réelles pour savoir quel est le nombre de personnes qui ont réellement participé. Ça, c'est aux organisateurs de les sortir. Mais nous lisons d'annuaires sur les réseaux sociaux suffisamment d'éléments qui nous montrent que les gens sont en débandade. Et ils ont perdu la boussole. C'est vrai qu'on annonce des centres qui n'ont pas tourné, même osé annoncer des morts, des blessés et tout ça. C'est la guerre des chiffres. Pour quelle fin finalement? C'est la guerre plutôt politico, je ne sais pas, sociale ou éducative. Ce n'est pas une guerre des chiffres. Quelle guerre des chiffres? Les choses sont claires. Si tu as composé, tu as copié là. Si tu n'as pas composé, tu n'as pas composé. C'est clair. C'est clair. Donc il n'y a pas de guerre. Ça ne se fait pas sur les médias. Cette guerre-là n'est pas la guerre des médias. Ce n'est pas sur les médias qu'il faut la faire. Est-ce que tu as composé? Ceux qui ont composé, il y a des gens qui ont quitté la zone pour venir composer en anonymat parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit. Mais on va finir par savoir qu'ils ont composé. Parce qu'ils ne sont pas parmi ceux qui ne vont pas composer. Alors donc, ouais, cette affaire nous met devant nos responsabilités. Ça nous place devant notre responsabilité, devant notre engagement social et civique pour nous dire quel type de citoyen tu es, quel type de citoyen tu veux être. Tu ne peux pas vouloir être un citoyen patriote, le sens de l'éducation civique, et te faufiler entre les mailles de la loi, vouloir tout contourner ou imposer ta position à l'État. Non, l'État a ses mécanismes et dans l'État, l'individu se plie aux injonctions des lois et des règlements. Voilà, donc, dès lors que le bien de la liberté est respecté, il lui est opposable de se plier aux injonctions de la République, aux normes en vigueur dans la République. Alors, il y a quand même que cette évaluation nous révèle l'une des images quand même du Béninois. Et les gens ont passé le temps à dire au but et Orbi, même sur les réseaux sociaux, qu'ils ne seront pas sur les tables. Mais ce qui a compliqué la tâche aux reporters de pratiquement tous les médias, surtout les télévisions, les gens ont dit qu'ils n'allaient pas composer, mais ils étaient les premiers sur les salles. Donc, difficile de filmer. C'est un état d'âme du Béninois quand même qu'on n'arrive pas à saisir. Non, on peut comprendre. Oui, oui, vous savez, on ne peut pas parler d'un environnement, d'une situation en la sortant de son environnement. Vous savez, les menaces, c'est un peu comme ce qui s'est passé lors des législatives. Beaucoup ont tenté de banaliser, même ceux qui n'ont jamais évoqué le taux de participation. C'est le premier à dire qu'il y a 1%, 2%, 5%. Parce qu'ils ont intimidé. Ils ont menacé. Certains ont pris peur. C'est logique. Et beaucoup ne sont pas sortis pour aller voter. On dit, c'est la victoire du non. Du boycott. Non, c'est pas la victoire. Alors qu'en dessous, c'est la victoire de la peur. C'est la victoire de la peur, le rêve de la terreur qui est tout démocratique. Ce dont il est question ici, c'est que des anciens ont eu peur. On a menacé d'atteindre à leur vie, à leurs parents. Des anciens ont eu peur, mais sont confiants sont convaincus du bien fondé du processus même. Donc, ils se fondent dans la masse pour dire non. Se déplacent même parfois. Voilà, mais bon. Alors, est-ce qu'il faut les blâmer? Je ne sais pas. Non, moi, je veux ce rôle-là. Mais il faut se désoler
qu'on ne puisse pas exercer sa liberté, et je n'ai pas envie de me répéter, mais librement, et sans être menacé par d'autres qui, eux, semblent exercer leur liberté avec abus. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait l'abus d'un côté et la peur de l'autre. Ce n'est pas ça, la démocratie. Alors, il y a quand même, au-delà de tout ça, une question, la question, n'est-ce pas, de la méfiance. Il m'a semblé que c'était le raisonnement fondamental de ceux qui ont appelé au boycott, ou en tout cas de ceux qui ne se sont pas fait clair quant à leur volonté de participer. La méfiance. Non, la méfiance, non. Ceux qui ne se sont pas fait clair ne sont pas méfiants. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur des autres. Ils ont peur de la terreur. Ils ont peur de la violence. Oui. C'est pas de, là, il faut parler de méfiance. Si on peut leur accorder un peu de crédit, c'est au niveau de ceux qui ont résisté jusqu'à ne pas y participer. Ceux-là, pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup, parce que j'en ai causé avec, qui disent, mais nous, on ne trouve rien, c'est tout à fait normal. Mais les collègues, nous on a peur. Parce que quand le gouvernement a rassuré, mais le gouvernement ne mettra pas un policier derrière chaque citoyen. On peut les comprendre. On peut d'autant plus les comprendre qu'ils sont dans des environnements, dans des lieux assez distants. Oui. Et ils sont liés aux intempéries. Si on peut parler d'intempéries en cette matière, ils sont liés aux intempéries, livrés aux intempéries, et vu ainsi, on peut comprendre leur position. Alors, peut-être aussi au niveau de ceux qui craignaient, on va dire, des licenciements ou autres, malgré les garanties du gouvernement, à ce niveau, on peut parler de méfiance. Oui, il y a un gros problème de confiance. Et ce n'est pas qu'à ce niveau. Je pense qu'au sein de l'appareil de l'État, soit la démocratie, personne n'a compris, ne comprend pas grand, les gens ne comprennent pas réellement beaucoup de choses à la démocratie. Soit notre démocratie n'est pas en adéquation avec la culture politique. Est-ce que les gens comprennent que celui qui est élu pour mettre en œuvre une politique, une vision de la gouvernance? Ce n'est pas la vision de tout le monde. On n'a pas demandé à chacun d'écrire sa motion politique de société qu'on allait le fondre. On a donné mandat à quelqu'un qui a reçu ce mandat-là pour faire partie de la vision de l'État. Vu ainsi, on ne peut pas donner quitus à ceux qui se jouent sur leur, s'appuient sur leur pulsion, émotion, impulsion, pour dire oui, le gouvernement va faire ci, le gouvernement, on va nous radier. Mais quand les ministres sortent une, deux, trois fois, soit individuellement, soit séparément, pour dire mais il n'y aura rien de tout ça. Lorsque le gouvernement fait franchement communication pour que tout le monde soit rassuré, lorsqu'on met en place le processus, vous verrez comment c'est fait. Mais ceux qui ne veulent pas, qu'ils cessent de donner, de faire des projets de détention. Ils sont libres d'aller, ou de pas aller comme ils ont choisi. Mais après, il faut qu'ils l'assument. Voilà, donc, oui, c'est un gros problème de confiance. C'est un problème de confiance et il va falloir que ce problème prenne fait si on a envie d'avancer. Parce que un gouvernement qui est élu n'a pas le temps de rester sur le rythme des traînards. C'est un qui ne comprennent pas que le mécanisme, c'est d'abord celui qui est élu qui le propulse. Actuellement, il y a les contre-pouvoirs. Actuellement, il y a une opposition qui doit apprendre non à critiquer, invectiver, mais qui doit apprendre à se sublimer, à se mettre au-dessus de la mêlée et à proposer des alternatives lorsqu'elle n'est pas d'accord. Mais à vouloir que ce soit son opinion qui passe, vaille que vaille, on n'est plus en démocratie, on est en dictature de la pensée, la dictature de l'action, la dictature de la réflexion. Et alors, c'est les mêmes personnes qui dénoncent des régimes non démocratiques, des régimes dictatoriaux. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de se faufiler au-dessus du système? Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de douter des ministres. Il y en a des infrastructures au niveau étatique qui permettent de renforcer les capacités. Donc, à partir du moment où on dit, vous n'êtes pas prêt, on vous donne encore 9 mois. Après, on vous redéploie. C'est à vous de regarder dedans. Vous n'êtes pas prêt à composer. Vous essayez de négocier la gestion des rattrapages, des remplaçants. Je pense qu'il fallait poser d'autres types de problèmes. Qu'on ne croit pas au gouvernement. Le fait de dire on ne croit pas et on veut nous licencier, c'est des procès d'intention. On ne peut pas fonder
des actes au niveau communautaire, au niveau national, au niveau du vivre ensemble, sur des a priori, sur des préjugés. Parce que lorsque vous laissez les gens se laisser aller, vous les laissez mettre leurs préjugés au devant, mais à quel moment on va... Est-ce qu'on lit dans la pensée de chacun? Si on ne lit pas dans la pensée de chacun, et que les préjugés vont prendre ascendance sur la réflexion bien méthodiquement menée, à quel moment les gens vont être responsables enfin? Il est temps que l'émotion disparaisse. Au-delà de cette évaluation, pratiquement, on aborde là quelque chose de grave parce que la méfiance, le manque de confiance, pratiquement met en difficulté, disons même le contrat social dans son ensemble, finalement. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'après le moment où il a dit, non, moi je ne crois pas au gouvernement, moi je ne crois pas aux institutions de mon pays, moi je ne crois pas... Mais il croit à quoi? Alors que nous sommes les mêmes à avoir donné onction au même gouvernement. Non, là maintenant, on n'a même pas demandé à un citoyen de croire. On lui a dit de se plier aux valeurs de la République. Déjà. C'est-à-dire qu'on va l'obliger à croire ça. Il faut l'obliger à croire. Les organes, les institutions de l'État doivent l'obliger à croire. Un individu n'est rien dans la communauté. Il est lui. Il a ses droits. Il a ses devoirs aussi. Et l'un de ses devoirs, c'est de se plier aux valeurs de la République. S'il ne peut pas, il n'a droit à rien. Enfin, il n'a droit qu'à la contrainte. On le contraint à faire. Et c'est cela, il faut qu'on en arrive. C'est pour ça que moi, je suis sublimé par cette manière du gouvernement de ne pas se laisser distraire par des bruits de dehors, des bruits rondement menés par ceux qui sont adeptes de l'immobilisme et donc de la réflexion statique et notre dynamique. Donc, on a connu. Et s'ils le font, c'est parce que avant, justement, dès que vous faites du bruit, l'État se plie. Mais dans quel pays l'État va se plier à des injonctions d'individus? On est 10 millions, 11, 12 millions de Béninois. Mais si chaque groupe d'individus, ethniques, professionnels, socio-confessionnels, va imposer, mais où est la République? Où est la loi? C'est pour ça que je dis, cette dictature des positions sociales, des préjugés, des a priori, il faut y mettre fin. On ne peut pas. Ça met à mal le contrat social qui nous lie et qui permet que nous essayions et que nous discutions. Donc, les citoyens doivent comprendre, les populations, qu'ils ont des limites. Les droits individuels et humains individuels, les droits de la personne, les droits de l'homme, sont connus. Mais votre liberté s'arrête là où commencent les autres. Même c'est ça que le droit a dit. Vous êtes libre à changer la loi d'organiser votre liberté. Et nous avons des institutions. Tout individu qui dit je ne crois pas à mes institutions, il est hors la loi. Tout individu qui refuse de se plier aux injonctions des organes de la République, c'était hors la loi. Il n'est plus dans le dispositif. Alors, vu ainsi, ne me voyez pas en train de vouloir donner raison. On ne peut pas comprendre que les gens disent moi je suis méfiant. Je ne crois pas. Il peut le dire. Mais après, quand tu as fini de le dire, en jugeant ta liberté, allez, réponds. Tu te plies. Si tu le dis et tu refuses de te plier, tu es hors la loi. Et il faut que la République te traite ainsi. Mais tu as quand même à sérieusement s'interroger parce que là, le gouvernement a répété sa bonne foi. Au-delà de ça, les syndicats, principalement, on les a vus sortir l'un après l'autre, chacun appelant à la raison dans cette affaire-là. Finalement, on peut se dire que ça se joue ailleurs, peut-être sur un autre terrain, le terrain des postures politiques, peut-être. Ça se joue sur le terrain de la mauvaise foi et de la dictature, comme je vous ai dit, de l'immobilisme et de la pensée statique. On ne peut pas accepter autre chose que ça. Ce n'est pas une affaire de méfiance. C'est une volonté délibérée de ne pas y aller, de défier la République, de défier ses institutions, de défier son chef. Pas plus que ça. Mais attendez, mais est-ce que le gouvernement était obligé de rassurer qui que ce soit? Le communiqué est clair. Le processus était bien, mais des centrales participent, vous êtes membre des centrales, et après vous dites que vous n'allez pas participer. D'accord, vous êtes libre. Mais n'empêchez pas non plus les autres aussi d'avancer selon leur liberté. Votre liberté s'arrête là où commence à être des autres. Alors on a dit ça. Il n'y a pas de liberté absolue dans aucun pays. Donc, les règles sont les règles. Il faut les appliquer. Est-ce qu'on peut le dire suffisamment? Légalement, ce n'est pas
une civilisation française, encore donc très loin d'être béninoise, durera cédless. Mais c'est la loi. La loi est dure. Mais celui qui est élu, qui est ton employeur, dit moi j'ai envie de t'évaluer pour voir ton niveau. Si tu n'es pas prêt, on va te réorienter. Tu dis non, moi je ne veux pas ça. Moi je doute, moi je ne suis pas d'accord, moi je n'ai pas confiance en lui. Mais qui t'a demandé d'avoir confiance en lui? Mais celui qui a un mandat, il est élu, il a un mandat. Tant qu'il est dans son mandat et les actes qu'il pose sont des actes de son majesté, on ne peut pas te tolérer, te dire je ne peux pas suivre. Le fait de le dire et de te taire, c'est bon. Ça veut dire que tu as décidé de ne pas y aller. Liberté. Mais en gardant, donc tu es libre, et en gardant ta posture pour ne pas empêcher les autres d'y aller. Là, on est d'accord. Mais il y a trop de mouvements de bruit ces temps-ci. Il y a trop d'agitation. On ne peut pas dire que les gens ont raison de douter de quoi que ce soit. Les gens sont obligés de se plier et normalement le gouvernement doit aller au bout du processus pour qu'on sache concrètement combien on peut composer et combien les mesures gouvernementales ont pu impacter. Mais là, peut-être aussi, avant de revenir, vous demander que faire face à ceux qui ont visiblement voulu, on va dire, braquer la volonté de l'ensemble, la volonté de l'État. On va quand même demander une chose, c'est si finalement, à chaque chose, il faudra un médiateur auquel tout le monde peut croire. Est-ce qu'on peut en avoir même d'ailleurs un médiateur qui inspire forcément confiance au-delà de celui qui est élu. Et finalement, la place de celui qui est élu dans ce jeu. Vous semblez poser votre propre question, vous semblez vous trouver des réponses. Non. Que faire? C'est que force reste à la loi. C'est tellement simple. Que faire? Que force reste à la loi. Nous sommes dans un régime de droit. Et tout le monde semble la communauté. Si c'est ça, que force reste à la loi. Il n'y a pas autre mesure possible. C'est quand force va rester à la loi que demain, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il saura comment y aller. Donc, il ne peut pas aller par boycott. Le boycott est un choix aussi. Mais un choix libre. C'est qu'il a réfléchi, il a compris que c'est ça la seule méthode qui peut enclencher. Là, il n'y a pas de souci. Donc, que faire? La médiation ne peut pas être toujours enclenchée. Le temps des agora est terminé. Le temps de l'agora ou des agora est terminé. Parce que, à un moment donné, il faut l'action. Il faut l'action. Il y a des moments où on fait la grande pensée rhétoricienne, la pensée empirique. Il y a des moments où on peut entrer dans tout ça là. Dans les diatribes d'intellectuels, religieux, tout ça là. On peut le faire. Mais lorsqu'il est question de se mobiliser autour des causes républicaines, des causes nationales, il y a plus de raisons que des gens tergiversent. Maintenant, c'est une question de maladie, de santé, on peut comprendre. Mais en dehors de ça, quand c'est des causes nationales, sur lesquels il faut avancer. Les doutes personnels, les doutes individuels, les doutes partagés font partie peut-être de la vie globale de quelqu'un. Mais ces doutes ne peuvent pas prendre le dessus sur la réalité. Et quand les ministres passent le temps à justifier, nous avons, la citoyen a dit, ok, moi, qu'est-ce que j'ai déjà donné à la République en termes de confiance, d'éléments de confiance? C'est comme ça. Donc, le problème, il est pas si compliqué. Mais il faut que les gens se disciplinent et qu'ils sachent que l'État n'est pas là pour faire de la démocratie avec eux. C'est un système suffisant. L'État n'est pas là pour les laisser faire la dictature de la pensée, et de l'immobilisme et de la pensée statique. Dictature de l'immobilisme et de la pensée statique. L'État n'est pas là pour leur donner acte de ça. L'État est là pour appliquer les tests. Et donc, vu ainsi, que faire? Les tests existent. Un certain nombre de mécanismes ont été enclenchés. Le gouvernement suffisamment averti. Après, il appartient au gouvernement de tirer les conséquences de ça. Mais, comme je l'ai dit, moi, je me réjouis déjà que beaucoup d'enseignants aient pu comprendre et aient pu aller. Je me réjouis que certaines centrales qui traînaient pratiquement les pas ont pu se libérer, dire aux collègues d'aller. Je me réjouis déjà de ça. Mais ensuite, il faudrait que le gouvernement nous clarifie un peu la situation et qu'on voit clair dedans. Les chiffres, et notamment pour ceux qui n'étaient pas là, ce qui leur est réservé, c'est un élément. Mais
il y a cet autre sujet sur lequel peut-être aussi il va falloir avoir des liens avec, on va dire, la question de la confiance et de la méfiance. Une fois encore, la médiation duquel il a été annoncé que l'épiscopat se retirait avant que celui-ci très rapidement ne rectifie son discours, dit en réalité véritablement sa position. Il ne s'est pas retiré de la médiation, a-t-il très rapidement l'épiscopat donc rectifié le lendemain. Après l'annonce de RFI, vous avez suivi tout ça. Finalement, c'était un faux, vrai retrait en réalité. Non, les personnes encore ont dit qu'ils ne s'est pas retiré, donc il n'y a pas de raison de leur retirer quoi que ce soit. Après cela, je pense qu'il y en a qui ont intérêt à tenir la situation jusqu'à je ne sais pas quand. Il y en a qui ont intérêt à ce que la banque s'écroule après pour naufrage. Il y en a qui rêvent d'un désordre. Carrément. Absolument. Et puis il y en a qui sont adeptes de la paix et de la stabilité des pays. L'Église a toujours joué un rôle de paix, un rôle de stabilité, un rôle d'accompagnement. Mais surtout dans cette discrétion-là. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, lorsque proche de prélat dit quelque chose, ça peut faire le tour des réseaux sociaux. Donc, il appartient également à l'Église de soigner sa communication. Une structure comme l'Église, aussi bien organisée, ne peut pas tout dire devant les médias. Ne peut pas non plus s'affirmer sur tout. Aujourd'hui, il est loisible de constater qu'au niveau national, quand même, la conférence épiscopale, de manière générale, a su régler cette question et a dû mettre l'eau dans les vins qu'elle a joué de tisser. Par moment, il y a certains éléments de cette église-là, on l'a vu dans certains sujets où ça va vite parfois. C'est ça, c'était mettre de l'eau, c'était mettre du jet de pieds dans leur propre jardin. En fait, il y en a qui comprennent la situation, dans un sens comme dans un autre, et qui essaient d'arrondir leur position. Quand il leur arrive de parler individuellement. Et puis il y en a qui maîtrisent bien ce qui se passe ici, les volontés des partis, et d'en faire un peu plus. Parce qu'ils écoutent certaines parties. Ils ont peut-être des accointances. Alors avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant, les canaux de communication étaient réduits. Et donc, c'est vrai que vous écoutez certains prêtres lors des sermons, des homélies de dimanche, et qui tranchent parfois par leur position parfois avec la position assez équilibrée à laquelle l'Église nous a habitués. Et même s'il arrivait que la conférence épiscopale venait se prononcer sur un sujet d'actualité où le gouvernement n'a pas tout raison, il sait utiliser les mots. Parce que c'est comme ça la médiation. La médiation sociale, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez apprendre à parler à l'aîné comme à l'enfant. On ne parle pas de la même manière. Au plus fort comme au plus faible. Au plus fort, quand le père et le fils se battent, vous ne pouvez pas vous adresser aux deux de la même manière. Même si vous êtes l'oncle, même si vous êtes l'aîné de papa. C'est-à-dire que vous devez avoir un langage adapté à chacun. Le père a beau avoir tort. Devant l'enfant, il ne peut pas avoir tort. C'est un peu pas normal. Par contre, il y a des situations qu'on peut exposer de manière sibylline pour que l'enfant comprenne que son papa n'est pas tort. Mais, dire au papa tort, écoute, dire à ton enfant que tu n'as pas tort. Mais ça, c'est affaiblir l'autorité parentale. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, l'Église a toujours joué un rôle. La conférence épiscopale a toujours joué un rôle médian dans plein de situations que le Bénin a connues. Mais après des moments où ils sont dans ce rôle, normalement, le silence doit régner ici et là. Et si le silence ne peut pas régner ici et là, donc il faudrait alors qu'ils puissent se retirer tranquillement. Avant, quand le conseiller Ganting allait sur le président Kérékou, au temps fort de la révolution, il ne parlait pas. Quand il sort, il ne parle pas. S'il y avait la révolution à l'époque, on ne sait pas ce qui allait se passer en 1989. Il ne parle pas, vous les voyez, il parle pendant 30 minutes, et puis il sort, il accompagne, puis c'est fini. Personne ne sait, rien ne filtre. Parce qu'ils se disent beaucoup de choses. Et la médiation, c'est aussi ça. Donc, l'un dans l'autre, c'est pour dire que la communication de l'Église a failli. Il y en a qui, dedans, dans le dispositif, veulent se montrer ça à ça. Et pas de l'ancien monarque russe. Veulent montrer ça au-dessus de tous. Pour faire penser. Non, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Et peut-être que les derniers échanges entre les partis ou bien le fait de devoir monter au créneau montrent comment il y a des limites à tout. Je pense que les réseaux sociaux, le WhatsApp
Des et organismes. autres canaux, franchement, il faudrait discipliner. Donner raison à ceux qui pensent qu'on n'était pas préparé à leur avènement, peut-être. Non, pas de donner raison aux gens, mais il faut juste montrer que l'État lui-même s'est donné les instruments de la médiation. La médiation au niveau étatique, c'est les élections. Les élections à échéance régulière permettent aux citoyens qui n'est pas d'accord de sanctionner sur les États. Mais après, on a créé autour de tout ça plein D'autres canaux. voilà, qui parfois télescopent ou bien qui n'arrivent pas toujours à porter les fruits. Donc, le problème, il est là. Il faut savoir où on va et garder le curseur sur l'objectif à atteindre, mais c'est des problèmes évidents aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de de rappeler à l'ordre les gens, non. Mais on doit les rappeler à leur devoir, les rappeler à leurs obligations pour que demain ils ne disent pas que pour que nous l'améliorons. Et il faut bien les rappeler à leurs devoirs, c'est important. C'est comme si on est dans un truc tellement ouvert que personne ne peut vous arrêter. Non, la pensée doit arrêter la pensée. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vient de dehors pour le faire. Donc il faut quelqu'un qui est. Maintenant, si à l'impossibilité, si à l'intérieur, il n'y a personne. Bon. Alors, Agapit Napoléon Maforican, nous allons conclure, comme toujours avec vous, en résumé et aussi en conséquence de tout ce que nous avons décrypté. Je pense que parce qu'on ne peut pas mettre un médiateur à toute la situation. Un pouvoir élu, une personnalité élue pour appliquer sa politique. On doit lui laisser le temps et jouer le rôle au Parlement pour le contrôler. On doit lui laisser le temps pour qu'il implémente sa vision. Et dans le cas d'espèce, je pense que depuis 3 ans, le président Talon moi je voudrais dire, fait plus que son mieux. Engage par-ci, par-là, plein d'actions pour le bien-être, pour le développement durable. La question est de savoir comment chaque citoyen doit s'impliquer. Donc, comme les gens ont du mal à s'impliquer, certains sont totalement en porte-à-faux, pour veulent gagner l'argent, ils ne trouvent pas. Donc, ils vont dire, on peut entrer en rébellion parfois. On vote des lois, on refuse de l'appliquer. On demande de voir des emplois d'habitude, on dit non, on ne peut pas. Et on va menacer, mais non, ça ne doit pas être le cas. On peut revendiquer ou discuter en marchant. Donc, je pense que le problème qui se pose ici, c'est que les Béninois doivent apprendre à respecter un pouvoir qui est là, qui est élu, qui dispose d'un mandat. Ce n'est pas la voie de... Un président n'est pas élu pour n'écouter que les opinions. Qui sont là pour dire il n'a pas le droit, il ne doit pas, il m'a dit il va venir, il ne vient pas. Il y a plein de littérature. Donc, il faut déjà implorer pour que l'on n'en arrive pas là. Ensuite, par rapport aux enseignants, moi je voudrais féliciter les enseignants qui ont suivi l'évaluation aussi. Franchement, moi je les félicite parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est que certains sont venus de pays de l'intérieur. Ah non, vous comprenez que l'enseignant a compris le mécanisme. Et il lui appartient maintenant au gouvernement donc de donner acte à ceux qui ont composé. Et les autres maintenant, il leur appartient aussi de tirer les conséquences de leur acte. Voilà, donc chacun a mis devant sa responsabilité. On verra bien la suite. Décryptage, ça fait pratiquement plus d'1 an qu'on est engagé dans cette aventure-là. Vous, toujours là, et nous, animateurs alternants, un signe que vous êtes l'infatigable, vraiment, mais quand même, après 1 an, il faut un peu de pause. On va faire 2 semaines de vide, ça va peut-être manquer les téléspectateurs. Oui, on va prendre un répit pour peut-être regarder un peu mieux ce qu'on peut corriger. De toute façon, donc, 2 semaines, le dimanche 1er et 8, il n'y aura pas de décryptage. On revient le 15. On revient, on se revoit, on reprend contact avec le 15. On verra bien l'actualité qui aurait... Toujours le 15, c'est la veille de la rentrée. Ah oui. Ça verra l'actualité qui aurait peut-être maintenu en haleine les Béninois. On va le suivre ce jour-là. Merci beaucoup à vous et merci pour cette fidélité de tous les dimanches et pratiquement cette fouille aussi pour notamment donner aux téléspectateurs les éléments pour comprendre les postures, les éléments pour comprendre l'actualité dans son ensemble. Merci beaucoup et bon congé. Beaucoup de repos à vous pour ces 2 semaines. Amis téléspectateurs, à tout de suite pour l'information.